Salut les mecs, aujourd'hui on va démonter le Hobbytech DB8 SL, c'est-à-dire le BXR1 rallongé. On a un peu changé la position des éléments intérieurs. Ce BXR1, tu as le moteur ici au centre, l'hypo de l'autre côté. Là ils ont tourné le tout, donc tu as plus de poids derrière. Avec la lipo par contre tu peux jongler pour ramener ton poids au milieu ou aller en arrière pour le poids à l'arrière. Selon évidemment le terrain sur lequel tu roules. Ça, c'est une bonne idée de la part d'Hobbytech. La cage aussi est solide. Voilà ici. Un peu lourde. Mais bon, je préfère qu'ils aient exagéré sur ça que de la faire trop légère et ensuite qu'elle casse. Pour intervenir sur les cellules, parce que là on va démonter le véhicule entier, on va quand même rapidement expliquer comment arriver plus ou moins rapidement aux éléments mécaniques en cas de panne sur le terrain si tu veux opérer sur le terrain. Ou même à la maison si tu veux juste sortir un diff ou n'importe, et pas devoir tout démonter. Tu lèves la cage, la fixation est prévue par là. Au départ, on voit clairement que ça a été prévu avec une cage vissée. Le problème, évidemment, c'est l'accessibilité mécanique. Ils ont donc changé d'avis et ils ont fait une cage qui se démonte. Tu bascules, t'enlèves tes deux petites vis ici à l'arrière, ou ça c'est une seule vis, pardon, qui traverse le tout. M3, un peu juste. À l'arrière, en fait, on est fixé que sur ça. À moins qu'il manque un élément de cette cage. On est fixé que sur ces deux petites parties là, je trouve ça un peu léger. Ils avaient prévu ici, tu vois, une fixation en plus. Ça c'est marrant parce qu'on a quand même prévu deux plots de fixation, on a quand même que machin. Mais non, je vous embrouille les mecs, ça c'était prévu pour la caméra je pense. Mais là, tu vois, manque un petit renfort, un petit rappel, quelque chose pour renforcer sur la cellule. Ça c'est un peu dommage, mais bon, ça tient, c'est suffisamment flex. On est content. Là, j'ai déjà démonté une partie des vis juste pour accélérer la phase de démontage. On va commencer par la boîte radio. Tu enlèves tes deux vis pour atteindre ta boîte radio qui est montée sur un joint. C'est bien. Ici, tu as le passage des câbles. Donc, c'est le même système qu'utilise Traxxas. Ça ne rend pas la boîte étanche parce que l'eau peut passer par tout le passage des câbles ici. Ce qui n'est pas top. Il faudrait ici le fourrer de graisse silicone tout simplement pour empêcher un maximum, pour réduire le chance que l'eau rentre. Et n'attaque ce petit récepteur qui n'est lui pas du tout waterproof. Tu l'enlèves. Tu fais attention, ah oui évidemment je vais vous expliquer quand même ce que je fais. La voie 1, ici channel 1 c'est toujours la direction. Méfie-toi, il y a des récepteurs qui ont deux fois channel 1, donc les deux c'est toujours les gaz. En automobile évidemment, en bateau aussi en général. Et ils ont ici une voie auxiliaire. Il y a des télécommandes qui peuvent télécommander quelque chose, là ça télécommande rien. On prend juste le jus pour le kit de LED intégré à la carreau. Que je trouve cool aussi d'ailleurs. Pour l'instant, carrosserie, éclairage, Mani, il est content. Le plus simple quand tu démontes un truc comme ça, tu te prends un bloc-notes à côté et tu notes. Si tu sais pas où vont les vis, parce que moi je fais un petit bac comme ça, toi le plus simple c'est tu mets, par exemple tu t'écris boîte de réception, tu peux la dessiner, grosso merdo, par au-dessus, vu de dessus, tu fais ta petite forme, et tu plantes les vis dans le papier. Comme ça, la vis ne va nulle part, et en plus tu sais où elle va, et tu te poses ça tranquille, ensuite par étapes, tes petites feuilles de côté. Un carton ça va aussi évidemment, tu prends un carton léger. Pour la visserie, sur les deux, parce que j'en avais deux, j'ai démonté les deux, il y en a un qu'on a mis complètement pièce, puisque le propriétaire de ce véhicule désire qu'on en ait un entier en super état, avec les pièces fournies de l'autre pour la vente, ce sera donc à vendre une fois fini. Ces vis sont pas mauvaises, mais de pas super qualité. Il y a quelques vis que j'ai dû sortir à extracteur. Évidemment, celle-ci a été démontée, enfin on a vu qu'elle a été démontée plusieurs fois, elle est aussi plus usée. L'autre par contre moins, on a quand même dû enlever certaines vis avec un extracteur, parce que la tête de vis s'abîme très vite. Et non, j'ai pas des outils pourris, j'ai des bons outils. Et ça n'a rien à voir avec la visseuse non plus. Croyez-moi que le petit chinois à la ligne, il monte ça à la visseuse, il s'amuse pas à la main, et surtout pas que la pauvre Claire nous fournit. La clarine c'est juste pour dépannage et pour que tu aies un minimum pour pouvoir commencer à travailler sur ton véhicule. Je vous conseille toujours à tous d'acheter un set de tournevis. T'as plein de modèles, des courts, des longs, des rouges, des roses, plein de couleurs, c'est égal. Prix entre 9 et 20 euros sur les sites étrangers, frais de port compris. Les mêmes avec ensuite des petits rebadges Connect, Rowax et tous ces autres, double, triple, quadruple du prix. Mais ce sont bien les mêmes. Ce qui change après, c'est la dureté des types.
Tu as des aciers durcis, des aciers traités au titane. Après, il y a titane et titane, il y en a qui sont traités comme il faut, il y en a qui sont maltraités. Donc il faut trouver son petit bonheur. Moi j'ai déjà essayé plusieurs sets, j'ai pas vraiment eu de set d'outils dont j'étais déçu foncièrement pour des sommes entre 7 et 15 euros en général. J'ai aussi pris déjà des sets super chers et ça n'a absolument rien changé. Là, il faut toujours se méfier, c'est la petite vis qui se dessert là-dedans. Hein, petite parenthèse donc sur l'outillage. Une fois que tu as enlevé ça, le vario est collé. Donc là, tu passes un petit tournevis ou un outil en dessous pour le lever un tout petit peu de travers et ensuite pouvoir le décoller de là. Je te conseille aussi, quand tu le remonteras, de bien gratter ça. Moi, j'utilise un grattoir, ça se trouve supermarché pour nettoyer les plaques de four ou autre. Et par la suite, de faire une autre fixation que juste un double face, parce que le double face, ça peut sauter. C'est un peu dommage parce qu'on avait la place dans cette machine, ils auraient pu nous faire une petite patte de fixation. On a, tu vois ici, une petite patte rajoutée, une petite encoche là au châssis avec une petite patte pour aller bloquer le vario sur le châssis. Ça serait bienvenu pour la version 3. Ceci est déjà une version 2. Bien vu le passage du câble ici, qui est bloqué dans une petite patte pour ne pas aller se prendre dans quoi que ce soit où il n'est pas censé aller. Variateur, c'est un Hobby-Wing qui est bloqué à 5 fonctions, donc avec celui-là tu n'auras pas de soucis. C'est 2 à 3S maximum. Le bec 3 ampères, ça c'est dommage, 6 volts par contre, donc ça va, 6 volts 3 ampères c'est déjà mieux que les 5 volts. Waterproof, moteur c'est aussi un Hobby-Wing, donc très bon choix de la part d'Hobby-Wing ici, 2750 kV en 36 par 60. Je check ça, je dis pas de bêtises. Ouais, 36-60. Vous me direz que tu as déjà fait l'unboxing, mais l'unboxing ça fait un moment les mecs. Moi j'en débite des caisses, hein. 1, 2, 3 par jour, donc c'est pas toujours évident de tout se rappeler. Très bien. Donc là tu as déjà mis l'essentiel de les 3 poils. Tu enlèves ici la petite vis pour enlever le petit cache du pignon. Ensuite tu peux enlever tes 2 vis de maintien du moteur. Ce système est un peu... il est bien, ce petit chariot, mais quand tu veux régler l'entredent, eh ben, tu ne peux pas juste le faire comme ça. Tu auras un problème, tu peux y arriver, mais tu as accès de mal à la couronne pour la bouger, pour voir si ton entredent est bon. Pour un débutant, pas évident, il faut enlever ce cache. Pour enlever ce cache, il faut enlever ces 3 vis là aussi, pour réussir à le lever ici. Ensuite, tu as donc les 2 vis que tu as déjà enlevées ici. Tu as encore 4 vis ici, puisque cette pièce qui cache la transmission fait aussi effet de palier de roulement pour le diff central et renfort de châssis arrière. Donc là on est bien costaud, ça c'est bien, bon point aussi. Tu peux ensuite virer ton moteur. Voilà, ça c'est la manip de base à faire. Pour le servo, évidemment tu as 2 vis en dessous et tu déclipses ta petite rotule ici. Pour enlever l'électronique, pour nettoyer facilement le véhicule sans risque de baigner électronique, même s'il est waterproof. Parce que ce qui n'est pas waterproof sur la machine, ça c'est un peu étrange, quand tu vends une voiture waterproof, c'est de faire des roulements qui ne le sont absolument pas. Même si les roulements dits waterproof ne sont pas non plus 100% waterproof. Allez, sentez les Suisses. Donc, et oui, moi je fais avec mon café. J'aime bien un café bouillant et après je fais parce que j'aime ça. C'est comme ça. Il n'y a pas de ça se fait ou ça se fait pas. Il y a les choses qu'on aime faire, il y a les choses qu'on n'aime pas faire et c'est tout ce qui compte. Accessoirement, je suis chez moi donc je fais ce que je veux. Très bien. Tu as ensuite ce rail ici qui sert de renfort de châssis. Là aussi, tu as un paquet de vis à ôter pour l'enlever. Alors on se dit, il n'y a pour rien avoir moins, mais c'est pas plus mal, puisque comme dit, ça renforce le châssis. Déjà qu'il a une bonne rainure centrale, et que ça permet d'avoir, malgré que ce soit un châssis baignoire, donc une bonne rigidité. Voilà, sur les châssis plastiques baignoires, ce qui est important justement, c'est les rebords et cette rainure centrale qui permet au châssis de ne pas flexer sur la longueur. Un châssis alu, c'est pas forcément mieux qu'un châssis plastique bien conçu, c'est clair. Un châssis plastique est plus léger, il est flex, et il peut encaisser des choses que l'alu ne peut pas. Très bien. Donc là, déjà, tu as dégagé aussi ta transmission au passage. Donc pour atteindre le diff arrière, c'est un peu plus facile, mais il est nécessaire absolument d'enlever les minimum, les 4 vis qui sont là, et la vis du pignon moteur pour atteindre non pas seulement le diff central qui est là,
qui est monté intelligemment ici juste avec un emmanchement, parce que tu peux, regarde, le lever et le sortir, tu vois. Après ce diff hyper compact là, tout petit, central, c'est un peu dommage, hein, parce qu'on a beaucoup de place ici, on aurait pu faire un diff aussi gros qu'un diff avant-arrière, ne pas faire un diff, un carter supplémentaire au centre, qui est encore plus petit que les autres, alors que c'est généralement lui qui mouline le plus avec le diff avant. Ça me fait vraiment beaucoup penser à Vekar. Bison, donc deuxième pirate Grizzly, sous son nom rebadge pour chez nous, Apsima je sais pas quoi, Team C je sais pas quoi, BSD Racing, truc muche bidule. Cardan central me fait très fort aussi beaucoup penser à toutes ces sous-marques. Enfin sous-marques à ces rebadges. Chariot moteur, lui il en a lu, ça c'est cool. Est-ce que c'était vraiment utile? Je pense pas. Hein, la même version plastique, à mon avis, aurait suffi largement. Ensuite là, tu peux atteindre la dernière petite vis, et je vais te parler des autres, dans la foulée, qui te permettront de séparer le carter supérieur du carter inférieur du différentiel. Tu as 6 vis là-dessus à ôter pour réussir à séparer ces deux pièces. Donc plus 4 là, ça te fait 10. Plus 4 là, ça te fait 15. Plus 1 là, ça fait 16. Donc 16 vis à enlever après avoir enlevé ta cage, ou levé ta cage du moins, pour réussir à atteindre ton diff arrière. Hop. Moi, j'ai déjà séparé les amortos puisqu'on va les démonter. Alors, ce véhicule a tourne, c'est clair. Donc à l'arrière, cardan classique, on appelle ça en dog bone, c'est-à-dire en os de chien. Efficace, simple. Il n'y a pas besoin absolument d'avoir plus ou mieux. Et ton petit diff arrière, tu vois, qui a un carter plus gros que le central. Enfin, plus gros, non. Plus long. Voilà, il est juste plus long. En fait, il a le même diamètre. C'était un trompe-l'œil. Fonctionnement très libre. Je me souviens plus sur le BXR si on avait bien joint, si c'était étanche ou pas. Maintenu par des petites vis, ça j'aime pas du tout. Les vis comme ça avec des toutes petites empreintes au niveau des diffs. Je suis pas fan. Après, c'est dans le plastique, ça a besoin d'être serré trop fort. De toute façon, tu mets pas des huiles très épaisses. Et tu n'en mets surtout pas trop pour ne pas augmenter la pression là-dedans, ce qui ferait sauter ces petites vis. Noix de cardan bouffé. Mais il a des kilomètres. Mais c'est quand même dommage. Parce que si tu prends au WOW Hyper 10 SC ou Hyper 10 TT, tu feras les mêmes kilomètres, tu n'auras pas ça. Pour changer ça, en plus, tu as vu, il faut déjà démonter tout ça. Ensuite, il faut démonter le diff et pouvoir changer les noix. Après, honnêtement, là, je pense que si ça tenait une bonne année, c'est pas mal. Si tu es comme ça au bout d'un an et tu sors tous les week-ends et temps dans la semaine, ça va. C'est clair. Le prix de départ étant quand même pas si mal, ils ont fait un gros effort et il y a quand même pas mal de choses sympas sur ce petit engin. Pas uniquement parce que j'aime le look des engins avec les petites cages dessus. On va ouvrir ceci. Et on va jeter un coup d'œil à l'intérieur. Nous, on va utiliser sur celui-ci. Ah, tu es obligé d'enlever le roulement d'abord. Attention, les vis butent sur le roulement. Piège, quand tes noix sont bouffées, ton roulement a du mal à sortir. Donc des fois, il est nécessaire de mettre un petit coup de lime, si tu n'as pas de Dremel, un petit coup de Dremel ici, pour enlever le rebord. Donc ces roulements qui ne sont absolument pas étanches, mais ils gratouillent, mais ça va. Et on va voir si je vais être plus copain avec ce Hobbytech qu'avec le BXR1. Le BXR1, je ne suis pas copain du tout avec ces angles de traînement qui sont variables. Vous allez me dire c'est le même, mais là on est sur un engin loisir. Alors que l'autre c'est censé être un engin compète. Et des roues qui se baladent dans tous les sens quand la suspension fonctionne, c'est définitivement pas compétition. Là aussi on a des triangles pleins. Les spécialistes pour me dire si ce sont les mêmes que sur le BXR1 MT, avec lequel je ne suis pas copain non plus, puisque on casse les tourelles, les supports de carreaux sont honteux, etc., etc. Et on a du mal à suivre aussi chez Hobbytech. Pourquoi avoir fait ce MT aussi naze? On ne peut pas dire autrement, il est vraiment naze, alors que là on a du mieux, pour pas beaucoup plus cher. Voilà, donc on a que deux satellites. Nous avons donc deux véhicules, nous allons donc, si c'est possible, équiper ce
diff de 4 satellites. Comme ça, il sera un peu plus endurant, c'est cool. On a une petite usure des dents, mais rien de méchant. On a l'huile qui a noirci parce qu'elle a brûlé, mais on n'a pas d'espèce de couleur crémeuse métallisée, des pignons qui se sont bouffés, donc ça, c'est cool. Donc on utilisera, je le répète, les autres diffs qui ont fourni le deuxième châssis qui sont en meilleur état, et on rajoutera, si on peut le faire, ces satellites-là. Pignon d'attaque, très bon état aussi. Les roulements, très bon état aussi. Et ça, c'est génial. Tu vois, là, on n'a quasiment pas d'usure parce qu'on a une méga grosse empreinte. Et tu me suis? Tu vois la différence entre ça et ça? Hein? Il faudra juste faire des noix plus épaisses. C'est tout. Ne demande pas grand-chose de plus. Piège avec ces petites choses là, c'est que cette vis peut se débloquer et ton pignon d'attaque peut aller se promener ensuite dans le diff, selon le cas. Ça n'arrive pas très souvent, généralement ça ne bouge pas trop. Tu vois, regarde, on a déjà du jeu, c'est-à-dire que la vis s'est débloquée. Non, elle n'est pas bloquée, c'est le pignon qui se balade dessus, et pour le débloquer en plus, tu es obligé de bloquer devant au niveau de la noix pour pouvoir le desserrer. Si tu vois, la vis n'était pas serrée à fond. Après, il y a de la loctite, ça va. Nous, on va tout de suite la resserrer. Parce que les roulements sont bons, on n'a rien à intervenir là-dessus. Voilà. Pour l'avant, c'est pas plus compliqué. Tu enlèves le rail supérieur. Là, tu es obligé, puisque tu n'atteins pas ces vis, sinon. Hein, c'est comme à l'arrière, si tu ne l'enlèves pas, tu n'atteins pas. Tu peux enlever juste une partie des vis et peut-être le lever un petit peu, tricher. Mais oui, c'est peut-être plus simple de l'enlever entièrement. Ensuite, tu enlèves ces deux vis qui sont accessibles. Et devant, tu n'as plus d'accessibilité. Tu es obligé d'enlever les deux vis des amortisseurs. C'est pour ça que j'avais déjà tout enlevé. Pour enlever les amortisseurs. Pour atteindre la vis qui maintient le pare-choc avant. Là, bonheur, c'est monté sur un axe, tu peux le rabattre pour atteindre les deux autres vis qui sont là devant. Ensuite, à l'arrière, tu en avais 6, à l'avant, tu en as 6 aussi. Il y en a 2 qui sont planqués sous la direction. Et pour les enlever, tu peux laisser la direction dedans. Il faut juste braquer à fond à gauche, à droite. Donc si toi, tu as déjà enlevé ton cerveau, déclipser ton cerveau, évidemment, ça va plus simplement. Et maintenant, nous allons voir si nous allons réussir à sortir ceci sans sortir la direction. Effectivement, comme de toute façon, tu as enlevé ta plaque avant, elle peut coulisser et tu as suffisamment de place pour passer, ce qui fait que tu as un accès relativement facile. Maintenant que nous sortons le diff avant aussi, on va voir s'il y a un détrompeur pour t'empêcher de mettre les diffs à l'envers. Devant, ce sont des cardans CVD. Donc là, par exemple, tu ne passes pas, soit tu déclipses ta barre stable. Nous, de toute façon, on va démonter. Donc, on sort les fixations de barre stable. Hop. Voilà. Ce qui nous permet de monter un peu plus et de sortir le diff. Et là, c'est très marrant. Puisque j'ai ouvert l'autre châssis avant, et on a exactement la même blague, vous allez voir, quand je vais lever le carter. Donc le diff avant, lui, un peu plus rincé. Et plus il est rincé, plus il mouline dans le vide, et bien plus il va se rincer. Ça c'est mathématique. Là tu vois, le roulement, tu n'arrives déjà plus à l'enlever. Il faut disquer un coup. On va pas l'ouvrir de toute façon, si, on va l'ouvrir. À mon avis, je pense qu'il sera dans le même état que l'arrière. Il devrait bien se passer là-dedans. Je rappelle à tous ceux qui regardent la vidéo que je ne suis pas un fanat de faire des vidéos et de montage vidéo, enfin avec la caméra face, les éclairages, filmer avec 3 caméras, passer au logiciel de montage. Moi, j'aime la RC et je ne fais que partager. Toute critique est évidemment quand même bienvenue. Au fur et à mesure des vidéos, on essaie un peu d'arranger les choses. Des fois, on a des rechutes. C'est comme là, tu vois, j'ai laissé la caméra face et du coup, tu vois peut-être pas tout ce que je fais. Par contre, je crois que ce coup-ci, je suis pas encore sorti du champ. Ah, sur la vis qui reste.
Ok. Là-dedans, on a de la chance, on est presque à sec. Mais là aussi, on voit qu'on a une petite usure ici au centre. Mais que ça va. Tu vois? On s'en tire bien. Ah, ça aussi, on n'a pas parlé à l'arrière. Les planétaires sont fixés avec des petits circlips. Ça aussi, je suis pas super méga fan. Après, ça évite d'avoir un petit axe qui peut casser, puisqu'on a simplement un méplat sur la noix et un méplat dans le satellite. Donc, niveau fonctionnel, c'est pas mal. C'est juste le mini clips qui est un peu ennuyeux des fois. Quand vous enlevez des clips, vous mettez vous pouvez vous mettre dans un sachet. Si vous n'êtes pas sûr, les mecs, vous mettez juste dans un ziploc. Vous laissez les mains dedans, vous travaillez dedans. Quand le clip s'y saute, généralement il reste accroché dans le ziploc. C'est rare qu'il arrive à se prendre la sortie et aller vers vous. Hein, quand même. Très bien. Et là, regardons. La même blague que sur l'autre. On en a parlé à l'arrière. Regarde. C'est la panne. Tu as ton pignon d'attaque qui s'est barré de là. Après, normalement, quand c'est monté dedans, avec le diff qui est dessus, il ne peut pas vraiment se promener. Il commence à prendre du jeu, il va se balader. Le piège, ça peut être que la vis, par contre, peut aller endommager le carter. Parce qu'elle se retrouve face au carter de diff. Et elle peut éventuellement aller le bouffer. Et bon, évidemment, si tout part en vrille, ça se prend de travers, c'est mort, t'es en panne. Là aussi, les roulements sont pas mauvais. Tout va bien. Non, ça y est, j'ai mélangé les vis. Hop, ça va. Il n'y a pas grand chose de plus à démonter. Si tu veux sortir la direction, tu as juste à tirer dessus. Là, on a ce qu'on appelle donc le sauve-cerveau. Avec un petit réglage. Par contre, là, quand cette direction est montée dedans, le réglage est en bas, pas facile d'accès. Il faut y aller jongler avec un petit tournevis. Ça aurait pu être monté en haut. Moi, je voyais bien avec le réglage en haut pour que ce soit accessible. Il y a plein de marques qui font ça maintenant. Niveau de la baignoire, la forme du châssis, etc. Là aussi, Vécar, disons. Enfin, Vécar, ils font aussi un shortcut chez Vécar, hein, accessoirement. Yeah, on est un petit peu... Hein, je dis ça comme ça. Suspension, là les petits amortisseurs Multitech sont pas mal. Seule chose que je verrais mieux que par exemple la fixation ici avec un puits et une petite bague plastique. C'est une fixation par rotule. Mais bon, ça fait le travail. Les petites bagues en plastique peuvent s'user mais sont faciles à remplacer. Là où je suis pas fan du tout, c'est que c'est monté bague en plastique vers l'arrière. C'est coincé à l'avant. Attends, je vais te montrer dans un autre morceau. C'est monté ensuite sur le puits. Je vais t'en prendre un aussi, bouge pas. J'arrive. Hein. Pas de panique, les gars. Ah tiens, ça c'est marrant. Ici, nous avons des puits métalliques. Et là aussi. Voilà, regarde, c'est monté la petite bague en plastique sur le puits métallique. Et la seule chose qui retient ici l'amorto, c'est une rondelle plus grande qui va coincer la tête. Donc, tu vois, regarde, une espèce de petit jeu là qui se fait que tu n'auras jamais sur une rotule qui est clipsée. Tu aurais pu par exemple prendre des grosses rotules en plastique, si la tête est en alu, ça c'est bien, pour pas arracher le capuchon, faire une espèce de grosse rotule en plastique, après ça fonctionne, c'est bien, il n'y a pas de plus d'usure que ça. Donc les amortos eux-mêmes sont pas mauvais du tout. Même au niveau des réglages, là ça se passe bien sur ce petit machin. Rien à dire. C'est ce que je dis toujours, toutes les marques ont des bons et des mauvais points. Le tout c'est de trouver ce qui convient à chacun à l'utilisation. Quoi d'autre à dire? À part que je trouve que l'usure de ces noix, bon ça va, mais pour un véhicule à 3 diffs, ces noix ne devraient pas être usées autant. Quand tu as 3 différentiels, la puissance a le temps de s'évaporer, surtout que les 3 diffs n'étaient pas raides. Donc là, le temps de s'évaporer sur un des essuies qui est dans le vide et de ne pas trop forcer sur la noix. Ça c'est clair. Ce qu'on a constaté aussi avec un abonné, ce qui était étonné en fait d'un fait,
c'est que les noix sont le plus souvent usées à l'arrière, alors que toi, tu tournes en marche avant. C'est-à-dire que... Là, on va prendre la grosse noix ici. Tu as ton axe ici de cardan dedans. Et on va dire que l'avant du véhicule est là, l'arrière est ici. Toi, tu es comme ça. Donc, tu accélères, tu te mets comme ça en travers dedans, parce qu'il y a toujours un petit jeu. Là, le jeu est exagéré, évidemment. Tu te mets en travers comme ça dedans. Donc, tu devras avoir une usure plus grande ici et ici. Or, souvent, l'usure est à l'arrière. Pourquoi? Eh bien, parce que non, tu mets un petit coup de gaz, tu pars, et ensuite tu es en appui. Tu es toujours en marche avant, tu es souvent en appui. Alors, c'est quand tu lâches les gaz, que ça se balade et que ça te bouffe tout ça. Et tu es souvent en appui, et ensuite tu freines. C'est ce coup qui va user la noix. Après, on a les fous de la gâchette, comme on voit par exemple dans la dernière vidéo. Enfin, il y a un Américain qui a sorti une vidéo d'essai du Max. Le mec, j'ai pas pu m'empêcher de lui écrire qu'il faut qu'il arrête de défoncer la gâchette comme un hérétique, parce que lui, il mettait des à-coups, donc ton cardan, il fait tout le temps ça. Gaz, 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 et il te bouffe les cardans des deux sens. Et donc, l'autre chose, c'est freinage et saut. Tu sautes quand tu atterris ton cardan, tu bloques la roue et le véhicule est en train d'avancer. Donc la noix tourne de ce sens, alors que ton cardan s'arrête parce que tu bloques la roue. Et c'est là qu'on fait le plus gros dégâts dans les noix, tout simplement. Voilà. Rien d'autre à dire sur cet engin. Au niveau des cales de train, comme elles sont bien coincées dans le châssis, il n'y a pas de raison d'avoir des casses spécifiquement là-dessus, donc pas besoin d'avoir les cales alu. Les cales de train avant et arrière, les extérieurs par contre, elles peuvent casser, donc là il faudra peut-être passer les alus. Alors, je sais pas si tu les achètes, si tu peux les avoir séparés chez Obitech ou si tu es chaque fois obligé d'acheter la paire. Cerveau 15 kg métal, très bon choix là dedans, l'engin est léger, donc 15 kg métal c'est généralement ce qu'on trouve en buggy 1.8, donc tu n'auras pas de souci avec ce cerveau. Ce cerveau Connext n'est rien d'autre qu'un JX, enfin les premiers c'était des Power HD, là de toute évidence on est parti sur du JX. Donc tout ça, ça va. Biellette à pain inversé, ça c'est sympa. Et les plastiques de ces rotules sont pas trop mal aussi, on n'a pas trop de jeu, il n'y a pas trop de soucis avec ça. Comme dit, les triangles en eux-mêmes ont l'air assez solides. Et globalement, les utilisateurs de ce DB8 SL V2 m'ont reporté qu'ils n'avaient pas trop de casse avec. Des petits soucis de roulement parce qu'ils ne sont pas étanches, qui s'usent. Les noix de cardan, ça c'est ce qui les embête le plus évidemment. 2-3 casses de fusée échappent, ça arrive sur des chocs, c'est tout à fait normal, tu tapes un trottoir, une grosse pierre, c'est pas prévu. Il y a aussi ça qui me fait penser à V-Car, cette protection de la suspension arrière, qui est très bien, c'est super, c'est bien fait. Elle est fixée par au-dessus sur le triangle. Et ce qui me fait penser à V-Car, justement, c'est ça, c'est qu'elle est posée au-dessus. Et ça empêche évidemment les projections de terre d'abîmer la transmission à l'arrière, surtout la morteau. Mais la morteau n'est pas du tout dans l'axe de cette barrette. Et protéger ici la rotule de la barre stable, ça ne sert pas à grand chose, c'est clair. De plus, tu ne peux pas enlever la vis pour enlever ta barre stable, puisqu'elle est à moitié masquée par le garde-boue, ce qui fait qu'aussi elle n'est pas protégée par le garde-boue. Il se remplit de terre quand même, donc tu es quand même obligé de gratter ta terre. Donc soit ils auraient dû faire ce garde-boue un peu plus grand vers le bas ici, pour bien protéger la vis, ou carrément laisser une découpe dedans pour qu'on atteigne la vis sans devoir l'enlever. Et je répète, son efficacité est limitée. Il protège bon, la noix, ici côté roue, ça à la limite ok, mais de ce sens pas trop. Mais bon, c'est bien de l'avoir mis, il sert quand même, et on est content. Voilà. On n'a pas non plus de soucis ici, comme l'utilisateur s'est toujours arrêté à temps quand il avait un problème de roulement, de toute évidence. Regarde, on n'a pas de traces ici sur les endroits où posent les roulements. Et ça, c'est cool. Parce que ça, c'est ce qui arrive le plus fréquemment. Quand tu as un roulement qui bloque, tu vas user ici les portées des roulements et ton roulement ne tient plus dedans. Donc le diff se met de travers, le pignon d'attaque se met de travers et tu flingues tout. Et là, tout se passe bien. Donc je le répète, c'est un engin qui prend 3S. Moi, perso, je vous dis de le laisser en 2, profitez-en en 2. Si vous roulez en 3S, roulez pas n'importe comment. Hein. C'est pas un engin... enfin globalement, les 1 dixième, ne faites pas les bourrins avec un dixième, ne les massacrez pas. Un dixième ne pourra jamais être aussi solide qu'un 1.8. Ils ont l'avantage d'être plus légers, donc ils encaissent certaines gamelles mieux, mais il y a plein de choses qu'ils encaissent nettement moins bien, ce sont les gamelles sur les axes et autres, et surtout les roulements. Parce qu'on a quand même des vitesses équivalentes ici en 3S, avec ce poids-là et ce combo, on atteint la vitesse d'un buggy en 4S, c'est-à-dire un bon 70-75, et dans ce cas-là,
les roulements, eux, comme ils sont 2 fois plus petits, il y a moins de billes à bord, ils souffrent beaucoup plus. On monte aussi beaucoup plus vite en température, on ne peut pas l'évacuer non plus, c'est comment on vite, de toute façon tu ne peux pas évacuer la température à l'intérieur d'un diff. Quand tu roules, tu as un petit refroidissement du carter plastique, mais ça s'arrête là. Même si était en alu, ça ne changerait pas grand chose à la fin, de toute façon, puisque le diff à l'intérieur, lui, tombe dans le vide d'air, donc enfin il a son air qui est emprisonné dedans, mais il n'a pas de passage d'air. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Et c'est pour ça que beaucoup d'engins pistes, surtout à courroie, ont des diffs ouverts. C'est des diffs à carter alu qui sont exposés à l'air, donc la rotation dans l'air permet le refroidissement du différentiel lui-même. Mais c'est un problème quand tu as évidemment des déchets, des débris qui arrivent. C'est pour ça que la SRX 8, par exemple, qui est sortie pour l'instant en nitro, elle a des diffs ouverts. Ça permet un bon refroidissement des diffs. Par contre, en brushless, tu vois ça très mal. Parce qu'en nitro, tu bloques, tu as la cloche d'embrayage qui t'empêche de flinguer le moteur. Et je veux dire, tu freines, ça va freiner la caisse, tu vas peut-être endommager une dent. En brushless, pignon moteur relié en permanence à la transmission, quand ta petite pierre va rentrer dans ton diff, tu sors tout. Au mieux, tu flingues le diff, au pire, tu sors le rotor. Voilà. Je vais donc réviser cette caisse avec les deux. On va en faire une belle. On va livrer encore un tas de pièces à côté avec. Et ça sera à vendre. Et on fera quand même un petit essai. Évidemment, c'est dommage, puisque quand on la sera révisée, elle sera toute propre, nickel. Et après l'essai, elle sera moins nickel. Même si je la renettoie, je ne vais pas la redémonter totalement pour la renettoyer. Mais on fera l'essai dans des conditions propres. Hein. On ira dans le petit parc, tranquille, pour faire des petits essais. On emmènera peut-être les petites rampes, hein, quand même, pour faire des petits sauts légers, rien d'exagéré. Juste de l'amusement sans maltraiter la machine. C'est d'ailleurs la meilleure façon de piloter quand tu as un petit budget ou que tu aimes ta machine. Tu vas me dire, ah, Mani, il aime ses machines, pourtant il les massacre, mais parce que j'aime aussi les réparer. Et voilà. Je vous souhaite donc à tous une belle journée ou une bonne soirée. Et j'attends vos coms sous le dessous sur ce que vous pensez de cette machine. Esthétiquement, si vous trouvez qu'elle est vraiment mieux que les autres Obitech, pour l'instant, c'est... Pour les indices Obitech, c'est la meilleure des trois que j'ai eu en main. J'ai eu donc le BXR1, j'ai eu le BXR1 MT. Donc le BXR1 MT, c'est une bouse, claire et nette. Le BXR MT, c'est vraiment... le BXR1 Buggy, c'est vraiment beauf de chez beauf. Ça, c'est un peu mieux. On verra ensuite à l'utilisation comment il se comporte. En 1/8e, j'ai eu donc la STR8 RG, j'ai eu la STR8 Buggy, j'ai eu le EPX1, EPX2 Buggy, machin bidule avec toutes les améliorations. On a eu la toute dernière génération main qui a donc un meilleur moteur que la génération 1, qui a effectivement des noix de cardan qui se bouffent moins vite. Attention, amélioration chez Obitech, et ça nous fait plaisir. Oui, du coup, je leur mets moins de manchettes, parce que voilà. Donc la question est, est-ce que les manchettes ont servi ou est-ce qu'ils ont réagi avant que les manchettes arrivent? Dans tous les cas, nous, on s'est bien poilé à balancer de la manchette et on continuera encore parce qu'on reste persuadé que ça fonctionne. Non, évidemment, avec tous les retours clients qu'il y a eu à force et machin, et les chaînes YouTube qui s'y mettent et qui sont en relation avec eux, peut-être, Commerce Life, qui peuvent faire des retours en direct. On espère qu'ils ont ouvert les écoutilles et qu'ils écoutent un peu mieux les abos qu'au démarrage. Même si je sais, comme je l'ai dit dans toutes les autres vidéos d'Obitech, je taquine Obitech, je cherche Obitech, mais possesseurs d'Obitech et fans d'Obitech, ne vous offusquez pas. Hein, c'est 100% dans la bonne humeur. Voilà. Salut!